L'agriculture urbaine, nouveaux défis, nouvel enjeu des villes. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Christine Aubry. Bonjour Christine Aubry, vous êtes agronome à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Vous dirigez une équipe de recherche sur les agricultures urbaines. Vous êtes accompagnée de Alain de Framont, chef de projet agriculture urbaine à Bordeaux Métropole. Merci également d'être avec nous. D'abord Christine Aubry, quand on parle d'agriculture urbaine, déjà les deux mots, on n'a pas l'habitude de les associer. Qu'est-ce que c'est? On en parle depuis quelques années, mais qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine? Alors d'abord, c'est quelque chose qui est ancien. Ça revient en ville, l'agriculture, mais elle en est sortie il n'y a pas très longtemps. Simplement un indicateur, la dernière vache a quitté Paris en 1971. C'était hier. Donc l'agriculture urbaine, sinon, c'est l'ensemble des agricultures, on parle des agricultures urbaines, qui sont situées dans la ville ou qui sont situées en périphérie de la ville, mais qui sont en lien fonctionnel fort avec la ville, c'est-à-dire qui produisent des aliments pour la ville, vendent en ville, récupèrent par exemple des déchets urbains, etc. Donc ils sont vraiment en lien fonctionnel fort, et puis qui bien sûr partagent des ressources avec la ville, à commencer par le foncier, ce qui est un partage parfois conflictuel, on va dire. Et puis d'autres ressources aussi, l'eau, la main-d'œuvre, etc. Donc ce sont des agricultures qui sont localisées, mais qui sont aussi vraiment en lien fonctionnel avec la ville. Comment ça se passe alors? Parce que vous dites il y a plusieurs formes, ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs modalités. Est-ce que c'est en fonction des spécificités du territoire, de la ville? La ville fait sa propre agriculture urbaine? Oui, la première caractéristique qui guide les formes d'agriculture urbaine, c'est la densité urbaine. On va parler de Bordeaux. Entre Bordeaux et Paris, par exemple, la différence de densité urbaine est considérable. Dans Paris, il n'y a plus beaucoup de terrain au sol vacant qui puissent accueillir des projets agricoles, d'où plutôt la conquête des toits ou des choses comme ça. Et vraiment, selon les structures des villes, les formes d'agriculture qui vont se développer ne sont pas forcément les mêmes, mais elles sont souvent assez complémentaires. Donc on dit des agricultures urbaines, on peut dire ça. Voilà, on parle des agricultures urbaines dans leur forme et puis aussi dans leur fonction. Elles n'ont pas forcément toujours une fonction commerciale. Il y a beaucoup d'aspects liés aux liens sociaux dans les formes d'agriculture urbaine non commerciale, en particulier toutes les formes de jardins associatifs, partagés, ouvriers, familiaux, etc., quelle que soit leur dénomination. Donc ça, qui en font partie aussi. Comment ça se passe au niveau, je sais que vous avez beaucoup regardé la situation sur Paris par exemple, au niveau sociétal, quand on a des urbains, est-ce que ça vient de la population ou est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience? Voilà, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, je pense que c'est vraiment un effet qui reflète les attentes aujourd'hui des citoyens urbains. Et sur Paris, je dirais qu'il y a deux grandes attentes pour être assez schématique. D'abord, une attente de liens nouveaux avec l'alimentation, donc de renouer avec d'où viennent les produits. Ça, on veut du court, du circuit voilà, court. Circuit court, voire autoproduction. Donc c'est des choses qui sont vraiment très fortes. Et puis la deuxième chose qui est forte, c'est le besoin d'avoir un lien à la terre, de retrouver le plaisir et simplement le fait de cultiver, de pouvoir réapprendre ce qu'est l'agriculture. Parce que la plupart des urbains n'ont plus de racines agricoles on va dire relativement récentes. Donc ils ont oublié finalement qu'est-ce que c'est que l'agriculture. Et on va en reparler. Sur Paris, par exemple, c'est cette culture sur les toits qui se développe. Et ça vient de la population elle-même. Ouais, ça vient de plusieurs choses. Ça vient pour partie de la population. Ça vient pour partie aussi des élus. Ça vient puisque Madame Hidalgo, la maire de Paris, a mis en place un programme de développement de l'agriculture sur les toits, à la fois en termes de végétalisation simple et de végétalisation productive. Ça vient des chercheurs, ça vient beaucoup des porteurs de projets qui sont d'origine très diverses. C'est important, c'est le rôle de la ville de soutenir l'agriculture urbaine pour vous, d'accompagner, de faire un inventaire aussi de ce qui peut se faire. Je pense que c'est effectivement le rôle de la ville parce que les villes sont toutes concernées par leur alimentation, même si ce n'est pas encore forcément à leur agenda, mais de plus en plus quand même, elles sont conscientes de leur dépendance à l'extérieur pour l'alimentation. Pas toujours quelque chose de très facile à vivre. Et puis par ailleurs, il s'agit aussi pour elles de répondre aux besoins des citoyens, des urbains. De leur faciliter les choses. Voilà, de leur faciliter les choses. D'éviter de réviser des PLU pour installer des choses sur les toits, par exemple. Voilà, ce qui est important, c'est que les villes puissent avoir un rôle de facilitateur, et en particulier à travers la réglementation. Et de la souplesse. Du côté de Bordeaux Métropole, Alain de Framont, c'est assez récent, cette agriculture urbaine, 2011, je crois. Comment vous en êtes venu à l'agriculture urbaine ? Alors effectivement, c'est récent, hein, l'histoire date de 2011. C'est donc une volonté politique
Cette volonté politique, elle s'est d'abord affichée sur deux grandes questions. La première, c'est vraiment la question écologique. C'est l'idée d'avoir ce qu'on appelle une trame verte et bleue, pour employer des mots plus simples, un socle écologique fonctionnel, quoi. Donc des espaces naturels de qualité. Et c'est vrai qu'on a la chance sur l'agglomération bordelaise d'avoir 50% d'espaces naturels et agricoles. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième qui vient très vite après, c'est la question alimentaire sous l'angle qualité, santé. Et c'est une demande sociale. Ouais. C'est venu des habitants, hein, chez vous. Oui, c'est les et habitants. Les élus après, les élus relayent en quelque sorte. Mmh. Voilà. Mais il y a cette pression qui vient des crises de type vache folle, etc. Les gens ont besoin d'être sûrs de ce qu'ils mangent, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, si on devait parler concret d'exemples, en matière de sécurité alimentaire sur Bordeaux Métropole? Alors, je crois que le point le plus important de ce point de vue-là, c'est d'essayer d'organiser ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire de vendre localement les productions locales. Donc ça, c'est un exercice pas si simple à dire, mais plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, on a essayé de développer, depuis 2011, de diversifier des outils de circuits courts, comme le drive fermier avec la Chambre d'agriculture, par exemple, c'est un système où vous commandez sur Internet, et puis le soir, vous allez chercher sur un site préétabli quand vous rentrez du boulot. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple bien connu, c'est les AMAP. Sur Bordeaux, il y a à peu près 35 AMAP aujourd'hui. Mais c'est un système plus militant où il faut s'engager, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis vous mangez des choux l'hiver, quoi. Voilà, c'est des fruits, des légumes de saison. Donc voilà, on développe plusieurs outils comme ça, ouais. Et notamment aussi, ça se développe de plus en plus. Vous avez mis un point d'honneur au cas de la restauration collective, essayer de favoriser le local. Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a la question du bio, entre guillemets, c'est-à-dire qui touche à la qualité des produits. Et puis, il y a aussi cette question locale. Mais c'est vrai que la restauration collective nous est vite apparue comme un point important. Rien que sur la restauration collective des 28 communes et de la métropole, ça représente 8 millions de repas par an. Donc, un enjeu énorme, sous marché public, et donc des complications juridiques. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 20% d'alimentation bio dans cette restauration-là. Christine Aubry, ils viennent d'où ces agriculteurs urbains? Parce qu'il faut des gens après pour le faire, le circuit court, la restauration, enfin livrée en cantine. Alors, il y a deux catégories. Je veux dire, il y a dans le périurbain généralement des agriculteurs classiques qui ont en tout cas le statut d'agriculteur, mais qui rencontrent souvent aujourd'hui d'énormes problèmes de transmission de leur exploitation à leurs enfants, en particulier dans le cas du maraîchage périurbain. Ce sont quand même, lorsqu'on est en circuit court, il faut à la fois faire de la production et à la fois de la commercialisation. C'est très prenant, donc c'est des horaires d'enfer. Donc les enfants n'ont pas envie de reprendre l'exploitation. Très généralement, c'est ce qui se passe. Et alors, ceux qu'on voit arriver en ville, sur des projets plus innovants, low-tech ou high-tech, ça dépend, c'est tout sauf des agriculteurs, justement. Ce sont essentiellement des urbanistes, des architectes, des ingénieurs. Qui ont envie d'une nouvelle vie, en retour aux choses vraies. Aux choses vraies, et puis qui sont très impliqués dans la ville, donc qui sont en mesure de sentir très fortement ce que les citoyens urbains veulent. Et donc ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas issus du monde agricole, aujourd'hui, le dialogue entre eux et les agriculteurs professionnels ou leurs représentants comme chambre d'agriculture commence, mais c'est un petit peu difficile. Alain de Froment, c'est ce que vous constatez aussi sur Bordeaux Métropole, cette diversité aussi des agriculteurs urbains entre le centre-ville lui-même et puis le périurbain? Oui, enfin, en termes d'origine, effectivement, les candidats dont parle Christine sont essentiellement ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux. Ils ne sont pas issus du monde agricole. C'est un retour à la terre. Ça peut donc être un frein, une limite aussi pour eux Ça peut être un frein. Il y a cet atout de connaître, d'être soi-même urbain. Donc ça, c'est un atout de connaître les besoins. Oui, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que c'est un frein si le rêve est trop loin de la réalité. C'est-à-dire si les personnes ne perçoivent pas suffisamment les exigences liées à ces métiers extrêmement difficiles, d'agriculteurs, par exemple de maraîchers, parce qu'on s'intéresse beaucoup aux maraîchers,
Après ça, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut faire de la ville un atout, quoi. Il faut vraiment s'intégrer dans la ville, quoi. Faire de la ville un atout. En tout cas, vous en avez dit un mot, Christine Aubry. Ce sera peut-être le défi de demain, le statut de ces personnes, assurer une reconnaissance pour que les choses soient bien cadrées. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, les agriculteurs, enfin en tout cas ceux qui s'installent en ville pour faire de l'agriculture, n'ont pas de véritable statut. Ils ne sont pas encore considérés comme agriculteurs, avec tout ce que ça implique. Donc ils n'ont pas la protection sociale de l'agriculteur. Ils n'ont pas les subventions agricoles. Enfin, il y a plein de choses auxquelles ils échappent. C'est un sujet qui est en cours de traitement par les autorités, notamment par le ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, les projets qui existent en ville, je pense en particulier à deux, dont un est la production de champignons de pleurote sur du marc de café dans du hors-sol. Hein. Ces personnes-là se sont installées comme entreprises commerciales, bien qu'elles fassent un produit qui est complètement agricole. Ouais. Voilà. Donc il y a cette question de d'où on vient et à quelle catégorie de métier on appartient. Voilà. Question qui pour l'instant n'est pas encore réglée pour une partie de ces agricultures urbaines. Est-ce qu'il y aura d'autres défis à relever pour qu'en tout cas cette agriculture, ces agricultures urbaines soient pérennes sur le... Moi, je pense que le premier défi, il est d'arriver à construire un ou plutôt des modèles économiques viables, comptant le moins possible sur les subventions des villes, parce que ça peut être intéressant au départ, mais c'est quand même un petit peu fragilisant par la suite. Et puis il y a plein d'autres défis, en particulier le fait de faire reconnaître par les villes et les régions que des formes d'agriculture intra- ou périurbaine rendent des services, et notamment des services environnementaux aux villes considérables. Et ça, on est sur la bonne voie, mais enfin, c'est pas encore complètement reconnu. Pour Bordeaux Métropole, votre challenge, votre défi pour demain ? Moi, j'ajouterais le défi foncier quand même. C'était que sur une ville, forcément, il y a une concurrence foncière. Et donc, il faut passer de la concurrence à la coopération. Savoir, ouais. Et être capable de construire un projet urbain cohérent qui inclut la nature et l'agriculture. Pour que tout le monde s'y retrouve, voilà, et que personne ne soit lésé. Voilà, donc le défi du modèle économique et du foncier. Merci Christine Aubry, merci également Alain de Framont d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau et d'être venu nous parler d'agriculture urbaine. À tout à l'heure.